Le 5 octobre 2011, sur la chaîne FX, est diffusé le premier épisode d'une série qui va devenir culte pour les fans d'horreur. En effet, cette série d'anthologie raconte une histoire distincte par saison. Chaque saison est autonome, avec une nouvelle histoire et de nouveaux personnages, ce qui permet de couvrir une variété de thèmes et de genres dans l'horreur. La série examine les peurs profondes et les anxiétés de la société, souvent en les exagérant, mais pas toujours. Même si les histoires racontées semblent sorties de l'imagination des scénaristes, certaines de ces histoires sont bel et bien inspirées de faits réels. Alors, si je vous racontais les vraies histoires qui se cachent derrière la première saison d'American Horror Story, ça vous intéresse ? La première saison de la série se concentre sur la famille Harmon, composée de Ben, Vivienne et de leur adolescente Violette, qui emménagent dans une vieille maison à Los Angeles en espérant repartir à zéro, après avoir traversé des moments difficiles. Ils ignorent cependant que leur nouvelle demeure est hantée par les esprits de ceux qui y sont morts. Nous allons donc suivre les péripéties de la famille dans cette maison hantée, une maison qui a connu des drames. Dans le folklore américain, les maisons hantées sont légion. Et des maisons hantées dans lesquelles se sont déroulés des drames, ça attire l'attention. Et la maison qui est présentée dans la série est inspirée d'une maison où a eu lieu un sordide fait divers, le Los Feliz Mansion. La maison construite dans les années 20 est un manoir de style espagnol, situé au 2475 Glendower Avenue, à Los Angeles. Une maison de plus de 400 mètres carrés qui fascine les habitants de Los Angeles depuis presque un siècle. Et pour cause, elle a été le théâtre d'un triste fait divers. Le docteur Harold Perelson est né en 1909 à New York. Il va mener de brillantes études de médecine, et une fois diplômé, il va faire la rencontre de Lillian Silva et vont se marier, et avoir 3 enfants, Jude, Debbie et Joel. Le docteur Perelson est un médecin neurologue très réputé à Los Angeles, et il va très bien gagner sa vie. Et avec un train de vie aussi confortable, pourquoi ne pas se faire plaisir et vivre à fond le rêve américain. Leurs parents avaient tant souffert en fuyant l'Europe pour s'installer en Amérique. Alors le couple va leur faire honneur, en cherchant une belle et grande maison proche de Tourcoing. De quoi ? Los Angeles, proche de Los Angeles. Et ils vont avoir un coup de cœur pour une immense maison située à Los Feliz. Une maison de style colonial espagnol datant de 1920, comportant 12 pièces sur 3 étages, avec un immense jardin et le tout dans un endroit paisible. Paisible, tout comme la famille Perelson. On décrivait Harold comme un homme doux et gentil. Et passionné par son métier, il va mettre au point, durant 10 ans, un prototype de seringue de son invention. Et il va chercher quelqu'un pour le commercialiser. Il va tomber sur un homme, nommé Edward Shustak, qui lui promet de l'aider à commercialiser son invention. Et Harold et Lillian Perelson vont investir de l'argent. Beaucoup d'argent pour lancer la production, jusqu'au moment où Shustak disparaît avec l'argent en 1952. Le couple porte plainte bien sûr, mais le nom de Shustak était faux. Harold avait mis son cœur et ses économies au service de son invention et tout s'est envolé, tout espoir. La famille se retrouve donc avec des grosses difficultés financières, mais continue quand même à mener le même train de vie qu'auparavant. Ils dépensent désormais bien au-dessus de leurs moyens. Et le docteur va tomber dans une profonde dépression. Harold rentre chez lui vers 17h. Pendant ce temps, Lillian emballait les cadeaux pour les enfants. Puis la soirée se passe, normalement. La famille dîne et va coucher les enfants, et les parents à leur tour vont aller se coucher. Puis vers 5h du matin, Harold va se réveiller, descendre dans la cuisine et fouiller dans une boîte à outils, et en sortir un marteau. Il va remonter dans sa chambre, fixer sa femme, en train de dormir profondément, et il va alors commencer à lui mettre des coups de marteau en plein visage. Elle mourra presque instantanément. Après avoir tué sa femme, il se rend dans la chambre de sa fille Judy, et commence à l'attaquer à coups de marteau. Mais elle arrive à se défendre et s'échappe de la maison, et va marteler à la porte des voisins. Au même moment, les 2 autres enfants, Debbie et Joel, se sont réveillés, et alertés par le bruit, les cris et le sang au sol, ils vont eux aussi sortir de la maison en courant.
Il se retrouve donc seul chez lui, couvert de sang, avec le cadavre de sa femme dans la pièce d'à côté. Il va alors aller dans la salle de bain, fouiller le tiroir à pharmacie et sortir des boîtes de médicaments qu'il va avaler, en grande quantité. Il va mourir en quelques minutes après s'être allongé à côté du corps de sa femme. Alors, pourquoi le docteur Perelson s'en est-il pris à sa famille? Parce que c'est un gros connard? Pas que. On peut supposer que ses difficultés financières l'ont poussé au plus bas, d'autant que le projet de sa vie était tombé à l'eau. Ce sentiment d'échec, et le stress qui en a découlé, peut être couplé à un état mental déjà fragile, qui a poussé le docteur à commettre l'irréparable et à s'en prendre à sa famille. Ce qui n'est pas sans rappeler l'affaire Dupont de Ligonnès qui s'est déroulée chez nous. Ce fait divers va terrifier tout Los Angeles. Cette belle maison bien tranquille va avoir une aura bien sombre auprès de ses habitants. Dès l'année suivante, la maison va être mise en vente et va trouver acquéreur, mais ne sera occupée ni par ses propriétaires là, ni par les suivants. À vrai dire, aucune des personnes ayant acheté la maison ne va plus jamais y vivre. Et bien sûr, une maison où s'est déroulée une telle tragédie va faire naître des rumeurs. On dit que le manoir est hanté, que des gens ayant vu des apparitions ont entendu des bruits, et cela va alors éviter la curiosité des amateurs du paranormal et d'urbex. Et on peut voir sur YouTube des explorateurs parcourir la maison de l'horreur, toujours debout et toujours sans locataire. Dans l'épisode 9, on aperçoit une aspirante actrice qui se rend chez le dentiste pour une procédure dentaire. Le dentiste, attiré par la jeune femme, tente de l'aider dans sa carrière. Cependant, après qu'une procédure médicale tourne mal, elle meurt, accidentellement dans son cabinet. Pour éviter les conséquences de sa mort, le dentiste, avec l'aide de la maison hantée, découpe son corps et le laisse dans un endroit de Los Angeles. Et il se trouve, vous vous en doutez bien, que la femme en question a réellement existé, et que son corps a été retrouvé dans les mêmes conditions. Laissez-moi vous parler, encore une fois, de l'histoire du Dahlia noir. Le 15 janvier 1947, par une froide matinée d'hiver, Betty Bersinger longeait les rues de Leimert Park à Los Angeles en tenant sa fille par la main, quand son attention est portée sur une forme étrange au sol d'un terrain vague. En s'approchant, elle croit voir un mannequin. Mais ce n'est pas un mannequin, il s'agit d'un corps humain. La police arrive sur les lieux et boucle la scène de crime. Il s'agit du corps d'une femme. Elle semble avoir une vingtaine d'années, mais ce qui est arrivé à son corps est abominable. Le corps a été découpé en deux au niveau de la taille. Cette coupe a été effectuée avec une grande précision, mais ce n'est pas tout. Les coins de sa bouche avaient été coupés vers les oreilles, créant un effet de sourire macabre. Ces coupures étaient d'une profondeur et d'une régularité qui montrent une intention claire de défigurer. Le corps avait été complètement vidé de son sang, ce qui a contribué à l'apparence blanchâtre de sa peau lorsqu'elle a été découverte. Cette exsanguination indique que le meurtre et la mutilation ont été effectués ailleurs, avant que son corps ne soit transporté à l'emplacement où on l'a retrouvé. Le corps avait été soigneusement disposé sur le dos, avec les bras levés au-dessus de la tête et les jambes écartées, accentuant l'horreur de la découverte. En plus des coupures faciales et de la section du corps, elle avait de nombreuses autres blessures, y compris des contusions et des lacérations sur l'ensemble du corps. Et il y avait des marques de ligature sur ses poignets, à ses chevilles et à son cou, indiquant qu'elle avait été attachée et probablement torturée avant sa mort. De plus, des morceaux de chair avaient été prélevés sur ses cuisses et sur ses seins. Voilà donc une découverte macabre peu banale. Et la nouvelle va très rapidement s'ébruiter, à tel point que la presse va arriver sur place presque en même temps que la police. Et ça va être le bordel complet. La scène de crime n'est pas bouclée, et tout le monde piétine la zone de crime, voire même déplace des parties du corps, ce qui va complètement saccager la scène de crime et potentiellement effacer des indices. Reste à savoir qui est la pauvre victime, qui pour le moment est surnommée Jane Doe, qui est le nom qu'on donne aux personnes sans identité. Ses empreintes vont être relevées et analysées, et on va vite trouver son identité, car elle figure dans les fichiers de la police. La victime avait été arrêtée pour consommation d'alcool alors qu'elle était mineure. Cette femme se nomme Elizabeth Short
et elle a 22 ans. Elizabeth Short est née le 29 juillet 1924 à Boston, dans le Massachusetts. Elle était la troisième des 5 filles de Cleo et Phoebe Short. En 1930, son père abandonne la famille, laissant sa mère élever seule ses enfants dans des conditions financières difficiles. Elle va se prendre de passion pour la comédie, très jeune, et souhaite devenir actrice. Pour cela, elle va tout plaquer et partir à Los Angeles afin de percer à Hollywood. À Los Angeles, Elizabeth mène une vie instable, passant d'un emploi à un autre, et souvent dépendante de la générosité d'amis et de connaissances. Elle fréquente des bars et des nightclubs, espérant y rencontrer des personnes influentes du milieu du cinéma. Néanmoins, elle ne va jamais décrocher de rôle dans quoi que ce soit, malgré un physique avantageux. En effet, la jeune femme avait un teint de porcelaine. Elle avait des cheveux noirs, souvent coiffés en boucle, encadrant son visage de manière flatteuse, ajoutant à son allure glamour. Ses yeux étaient de couleur bleue, souvent décrits comme expressifs et captivants. Elle ne sera donc pas connue pour ses talents d'actrice, mais à cause de son meurtre sordide, qui lui vaudra le surnom du Dahlia Noir, ce qui fait référence au film Le Dahlia Bleu, sorti peu de temps avant, puis au fait que Elizabeth Short était toujours vêtue de noir. Le corps de la victime est donc identifié. Mais alors, pourquoi un tel acharnement? Un meurtrier sadique, certes, mais habile, car la façon dont le corps a été sectionné laisse penser qu'il a une certaine connaissance anatomique. La façon dont le corps a été séparé en 2 parties est nommée hermicoporectomie et se révèle très complexe à réaliser. Les enquêteurs ont théorisé que le meurtrier pourrait être un médecin, un boucher ou quelqu'un avec une expérience significative dans la dissection. Ah ouais, je suis pas mauvais. La complexité des mutilations et le fait que le corps a été vidé de son sang montrent que le meurtre a été prémédité et méticuleusement préparé. Le tueur a probablement utilisé un endroit isolé pour commettre les mutilations, puis a transporté le corps pour le déposer de manière visible. Mais impossible pour les enquêteurs de déterminer le motif du crime, hormis que ce soit l'œuvre d'un psychopathe sadique. Ça on en est sûr. D'ailleurs, il semble que le meurtrier ait fini par se manifester. Le 21 janvier 1947, 6 jours après la découverte du corps de Elizabeth, un journal local reçoit l'appel d'un homme, qui les félicite pour l'article relatant le crime. Il affirme être le tueur, et que d'ici quelques temps, le journal va recevoir des souvenirs d'Elizabeth. Et effectivement, ils vont recevoir une enveloppe dans laquelle on retrouve une phrase rédigée avec des lettres découpées dans des journaux. Et on peut y lire, on y retrouve également une lettre, l'extrait de naissance d'Elizabeth Short, des photos, des cartes de visite, et un carnet au nom de Mark Hansen, un riche propriétaire de boîte de nuit, qui, selon l'enquête qui va suivre, aurait fait des avances à Elizabeth qu'elle aurait refusées. Il est, naturellement, questionné par la police, mais disposait d'un solide alibi au moment du meurtre. Il est donc blanchi. Et là, de nombreux autres suspects vont suivre. Et l'enquête va mobiliser des centaines et des centaines de personnes. Et la presse va continuer à recevoir des lettres du supposé meurtrier, qui semblait surtout s'amuser à se moquer de la police, et de leur difficulté à l'attraper. La police va se concentrer sur des suspects ayant des compétences médicales, car comme je vous l'ai précisé plus tôt, les découpes faites sur le corps du Dahlia Noir sont très particulières et ne sont pas à la portée de n'importe qui. On interroge alors des chirurgiens, et même des centaines d'étudiants en médecine, mais rien de concluant. Mais un suspect sort tout de même du lot, un certain médecin nommé George Odell. L'homme est traîné au tribunal par sa fille, l'accusant d'abus, et elle aurait affirmé que son père lui aurait dit être le meurtrier d'Elizabeth Short. Le médecin est mis sur écoute, et lors d'échanges téléphoniques, il aurait déclaré « Supposons que j'ai tué le Dahlia Noir. Ils ne peuvent plus le prouver. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire, puisqu'elle est morte. Néanmoins, il ne sera jamais inquiété. Cependant, les soupçons autour du médecin ne s'arrêtent pas là, car c'est en 1999, à sa mort, que son propre fils, Steve Odell, détective privé et enquêteur au LAPD à la retraite, hérite des affaires de son père, et retrouve la photographie de Elizabeth et un numéro du Los Angeles Times de 1947, dans lequel figure une lettre du meurtrier. Et ce qu'il frappe, c'est que l'écriture du tueur est la même que celle de son père. Il va enquêter longuement sur le passé de son père et sortir un livre
dans lequel il affirme bel et bien que son père était le meurtrier du Dahlia noir. Quoi qu'il en soit, le meurtre de Elizabeth Short reste à ce jour irrésolu et il est peu probable que l'on arrive à définitivement clôturer l'affaire. On découvre dans la série le personnage du jeune Tate Langdon, un garçon sensible et souvent charmant, mais il est aussi profondément perturbé et violent. Il présente des comportements antisociaux et une fascination pour la mort et la destruction. Tate est le fils de Constance Langdon, une voisine des Harmon. On apprend qu'il a été abattu par la police après avoir commis une fusillade meurtrière dans son lycée. Et cette fusillade est très librement inspirée de la fusillade dans une école la plus célèbre de l'histoire des États-Unis, la fusillade de Columbine. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one kid. I've been Columbine High School. I don't know what's in my shoulder. If it was just the last beat through it. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Yes. And the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the table, kids. Heads under the table. Kids are screaming. Some of the teachers are, trying to take control of things. We need police here. Okay. I saw a student outside. I was in hall duty. Oh, God. Okay. I was on hall duty. I saw a gun. I said, what's going on out there? And they said, oh, it's probably some video production. It's probably a joke. I said, well, I don't think that's a good idea. And I went walking out. Oh, God. Stay on the line with me. Oh, God. Hey, kids, just stay down. So bad. I really. Il est 11h du matin, ce 20 avril 1999, au lycée de Columbine, dans le Colorado, lorsque la police reçoit l'appel de Patty Nielsen, professeure d'art plastique au lycée de Columbine. Elle indique à la police, paniquée, qu'un élève est entré armé dans le lycée et qu'il ouvre le feu sur tout le monde. Seulement, ce n'est pas un élève, mais deux, qui sont en train de commettre un massacre au lycée de Columbine. Eric Harris et Dylan Klebold. Eric Harris est né le 9 avril 1981 à Wichita dans le Kansas. Son père, Wayne Harris, était un pilote de l'Air Force, et sa mère Catherine était une femme au foyer. En raison de la carrière militaire de son père, la famille déménageait fréquemment. C'est en 1993 que lui et sa famille vont s'installer à Littleton, proche de Columbine. Dylan Klebold est né le 11 septembre 1981 à Lakewood, dans le Colorado. Dylan était considéré comme intelligent et talentueux dès son plus jeune âge. Il était impliqué dans un programme pour enfants surdoués et montrait un intérêt pour les ordinateurs et la technologie. Dylan était d'un naturel réservé et introverti, et avait des difficultés à s'intégrer socialement. C'est donc au lycée de Columbine que les deux ados vont se rencontrer. Et malheureusement, au lycée de Columbine, comme dans de nombreux lycées, il y a du harcèlement. Et Eric et Dylan en étaient victimes. Ils se faisaient régulièrement humilier. On peut citer la fois où ils ont été arrosés de ketchup, ou quand ils ont été carrément aspergés d'excréments. Les deux jeunes hommes ne sont pas tout blancs non plus, car eux-mêmes ont harcelé certains élèves, et ont souvent été rappelés à l'ordre par la police pour des délits mineurs. Mais rien ne pouvait présager ce qui allait se passer. Il est aux environs de 11h10, lorsqu'une Honda Civic va se garer au parking du lycée de Columbine, proche de la cafétéria. Eric Harris et Dylan Klebold sortent de leur voiture. Eric et Dylan étaient habillés d'un trench coat noir. Sous leur manteau, ils portaient des t-shirts avec des inscriptions provocantes. Eric portait un t-shirt noir avec l'inscription Natural Selection, sélection naturelle, et Dylan portait un t-shirt avec l'expression Wrath, colère. Et surtout, chacun d'eux transporte d'énormes sacs de sport. Sacs avec lesquels ils vont pénétrer dans la cafétéria. Ils vont déposer ces fameux sacs qui contiennent en réalité des bombes artisanales à base de bonbonnes de propane. Mais ça, personne ne l'a remarqué. Ils vont vite sortir de la cafétéria et pour cause, les bombes qu'ils ont placées dans la cafétéria sont programmées pour exploser dans les 2 minutes. Cependant, les 2 minutes sont passées et rien ne s'est déclenché. À leur plan B, ils vont regagner leur voiture et ressortir avec des carabines semi-automatiques, des fusils à canoncier, des pistolets et de nombreuses munitions,
et avec leur équipement, ils vont avancer jusqu'au lycée. Et les premiers élèves qu'ils croisent sont Rachel Scott et Richard Castaldo. Rachel et son ami Castaldo étaient assis sur l'herbe, en train de déjeuner, lorsqu'Eric Harris et Dylan Klebold sont arrivés et ont ouvert le feu sur eux. Rachel a été touchée à 4 reprises, une fois dans la tête, une fois dans la poitrine et 2 fois dans les jambes. Elle est décédée sur place. Richard a été touché à 8 reprises, notamment dans la poitrine, le bras et l'abdomen. Les balles ont gravement endommagé ses poumons, son foie et sa colonne vertébrale, le laissant paralysé à partir de la poitrine. Lance Kirklin était avec ses amis, Sean et Daniel, lorsqu'ils ont été attaqués par Eric et Dylan. Les 3 amis se dirigeaient vers la cafétéria quand ils ont été pris par surprise. Lance a été touché par une première rafale de tir qui l'a atteint à la jambe, à la poitrine et au cou. Malgré la gravité de ses blessures, il a rampé pour se mettre à l'abri. Il leva la main et supplia les tireurs d'arrêter. En réponse, Dylan Klebold va lui tirer à bout portant dans la mâchoire, causant une blessure dévastatrice, mais Lance va miraculeusement survivre. Ce qui ne sera pas le cas de beaucoup d'élèves et de profs. Après avoir tiré sur plusieurs élèves à l'extérieur, les 2 tireurs sont entrés dans l'école, continuant à tirer sur ceux qu'ils rencontraient. Des témoins racontent qu'ils avançaient calmement, mais déterminés, ciblant des victimes et en ignorant d'autres, comme John Savage, un élève que les 2 tireurs appréciaient. C'est donc à l'intérieur du bâtiment que Patty Nielsen, la prof d'art plastique, va parvenir à trouver un téléphone, celui de la bibliothèque, afin de prévenir les autorités. Puis d'autres appels vont succéder au 911, et rapidement des voitures de police vont arriver au lycée de Columbine. Les chaînes de télé aussi ont rapidement eu l'info qu'une fusillade avait lieu, et l'info tourne en boucle à la télé. Patty a tenté de rassurer les élèves tout en leur ordonnant de se cacher. Elle a fait de son mieux pour maintenir le calme malgré la panique environnante. Mais malheureusement, c'est dans la bibliothèque que va avoir lieu le pire du massacre. Harris et Klebold entrent dans la bibliothèque et commencent à tirer de manière aléatoire. Ils tirent sur les élèves cachés sous les tables, semant la terreur et la mort. Les tireurs posent des questions et se moquent de certains élèves. L'un des 2 tireurs a demandé à un élève s'il croyait en Dieu, avant de le tuer. Ils vont comme cela tuer 10 personnes dans la bibliothèque et faire 12 blessés avant d'en sortir. Et au même moment, la police reçoit l'appel de Wayne Harris, le père de Eric. County 911. Houston County, this is Wayne. My son is Eric Harris, and I'm afraid that he might be involved in the shooting at Columbine High School. It involves how? He's a member of what they're calling the Trench Coat Mafia. Have you spoke with your son today, Mr. Harris? No, I haven't. Have they picked up anybody yet, or are they still? They're still looking for suspects. Okay, so they haven't picked up anybody. Your son is with who? What gang? Well, they're calling them the Trench Coat Mafia. Trench Coat Mafia. I just heard that term on TV. Eric et Dylan vont errer au hasard dans le lycée et tirer sur les élèves qu'ils croisent, puis jeter des explosifs, notamment dans la cafétéria, où le feu commence à prendre. Ils vont alors à nouveau se diriger vers la bibliothèque. Ils vont alors commencer à échanger des tirs avec la police qui se trouve en dehors du bâtiment. Puis, après un moment de flottement, Dylan se suicide d'une balle de pistolet dans la tête. Eric, lui, se tue d'une balle de fusil à pompe dans la bouche, à 12h08. En 49 minutes, Eric Harris et Dylan Klebold ont tué 15 personnes et en ont blessé 21. La plus grosse tuerie de masse aux États-Unis à cette époque. Le SWAT entre dans le lycée, fait évacuer les élèves main sur la tête, du moins ceux dans la capacité de marcher, car il y a beaucoup de blessés, qui à certains endroits doivent enjamber les cadavres de leurs camarades. C'est à 16h que la situation est déclarée sans danger. La nouvelle de la fusillade de Columbine fait le tour des États-Unis, le tour des médias, et va émouvoir l'Amérique tout entière. Il va maintenant falloir expliquer pourquoi cette tuerie a eu lieu et surtout comment ça a pu se produire. Déjà, comment 2 adolescents ont pu se procurer un tel arsenal. Il se trouve que c'est une de leurs amies, majeure, qui a été leur achetée à l'armurerie, tout simplement. Et légalement, le citoyen américain peut librement se procurer une arme. C'est la Constitution. Et par quelques ruses, un adolescent donc peut s'en procurer. À l'époque du massacre, les médias ont beaucoup spéculé sur les causes de l'attaque, y compris sur l'influence potentielle de divers éléments culturels, y compris la musique, les films et les jeux vidéo. Plusieurs médias ont tenté de lier les goûts musicaux d'Harris et Klebold à leur motivation pour l'attaque.
certains médias ont porté l'attention en particulier sur la musique heavy metal, et se sont concentrés notamment sur le groupe Marilyn Manson, qui selon eux incitait les jeunes à la violence. Ce à quoi Marilyn Manson va apporter une réponse intelligente et très lucide. Je comprends parfaitement pourquoi on s'en prend à moi. Parce que c'est facile de me montrer à la télé. Parce que je suis un symbole de la peur. Parce que je représente ce que le monde redoute. Parce que je fais et je dis ce que... Les deux thèmes soulevés par cette tragédie ont été la violence dans la culture populaire et le contrôle des armes. Et ça tombait à pic que ces deux sujets ressurgissent juste avant l'élection. On oubliait Monica Lewinsky, on oubliait que le président balançait des bombes à l'étranger. Mais c'est moi qui suis le méchant, parce que je chante du rock'n'roll. Qui a le plus d'influence, le président ou moi? J'aimerais dire que c'est moi, mais c'est le président. Si vous parliez aux lycéens de Columbine, vous leur diriez quoi? Je ne dirais rien, j'écouterai ce qu'ils ont à dire, ce que personne n'a fait. Le système éducatif américain a été pointé du doigt, pour ne pas avoir pu détecter les signes de violence chez Eric et Dylan, et pour ne pas avoir fourni les ressources nécessaires pour intervenir efficacement auprès d'eux. De même, des lacunes dans leur système de santé, notamment sur la santé mentale, ont été mises en évidence, montrant que les jeunes en détresse émotionnelle ne recevaient souvent pas le soutien dont ils avaient besoin. Bon, je vois que j'ai mis la bonne ambiance, on va se détendre avec une petite blague. C'est 3 Portugais qui rentrent chez l'esthéticienne. Elle leur demande. La première saison de American Horror Story a mis la barre très haute, pour commencer, en mettant en scène des faits divers qui ont marqué l'histoire américaine. La série met en exergue les côtés les plus sombres des USA. Beaucoup de saisons abordent des questions sociales et politiques, comme la discrimination, le sexisme, le racisme et les inégalités économiques. Les personnages sont souvent confrontés à leurs péchés et à leurs erreurs passées, avec des arcs narratifs qui tournent autour de la rédemption ou de la damnation. Un univers qui a marqué de nombreux spectateurs, car la série est diffusée depuis plus de 10 ans, et moi ça me fait du contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et surtout, regardez les autres vidéos de la chaîne. C'est sympa, elles sont bien. Puis ça aide la chaîne à se développer. Pour plus de soutien, vous pouvez devenir membre de la chaîne, et vous pourrez voir les vidéos en avance. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bisous, kiss, bruschetta.